Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule qui va vous présenter un document que certains vont faire en classe et d'autres vont faire à la maison. Alors ce document fait suite à l'étude que nous avons faite, juste là vous vous souvenez, sur l'exploitation de ressources, et on avait vu comme ressource notamment le béton. Oui, parce que pour passer de cet état de ville à celui-là pour Avignon, il a fallu pas mal de construction et donc pas mal de béton. Donc là, voilà le document que je vous présente qui est juste ici. Donc le C01L0302, premier chapitre, troisième leçon, deuxième cours, c'est ce que vous voyez juste au-dessus de moi. Là, on va parler du fait que exploiter des ressources géologiques, ça peut avoir un coût. Alors ça peut être un coût financier, certes, mais aussi ça peut être un coût en énergie, un coût en temps, un coût environnemental, puisque ça peut avoir une influence sur notre environnement. Donc vous le voyez, les compétences à travailler vont être de savoir faire un problème, de savoir poser des hypothèses, vous avez le numéro des questions, savoir expliquer, juste une seule question là-dessus, et enfin prendre des informations, beaucoup de questions sur prendre des informations, puisque la première partie du cours va être de répondre à des questions. Vous voyez, il y a 6 questions à partir d'une vidéo. Alors, pour faire simple, je vais vous montrer où est-elle la vidéo. Donc, elle est ici. On va la voir ensemble pendant un temps. Donc voilà. Et pour que vous puissiez répondre correctement, je vais vous mettre les questions en même temps en dessous. Donc, quels sont les deux minerais exploités dans les mines à ciel ouvert? Pourquoi est-ce qu'on parle de mines à ciel ouvert? Comment sont-elles placées? Sont-elles placées au hasard, oui ou non? Deux éléments qui influencent la mise en place. Comment le minerai utile est récupéré dans une mine à ciel ouvert? Vous allez assez vite le voir. Que devient le minerai? Et la roche stérile. Donc on regarde ensemble cette vidéo et je fais de pause quand j'estime qu'il y a quelque chose à vous expliquer. L'exploitation à ciel ouvert est la méthode utilisée pour extraire les minéraux métallifères et les minéraux industriels qui sont près de la surface, incluant les biens tels que le minerai de fer, le cuivre, l'or, les diamants et l'uranium, parmi tant d'autres. Alors déjà, vous avez noté, vous pouvez déjà répondre à la question 1. Citer deux minerais qui sont exploités dans des mines à ciel ouvert, il y en a déjà plus de 2 qui sont passés. Le gisement est exploité progressivement de plus en plus creux selon une série de bancs reliés par des routes de transport qui permettent aux camions de halage d'accéder au minerai cassé et de le remonter à la surface pour qu'il soit traité. Alors vous voyez que déjà, là, vous pouvez dire pourquoi on parle de mine à ciel ouvert. Regardez comment est la mine, est-ce que ça correspond à l'image qu'on en a? Vous savez, celui qui creuse sous terre et qui remonte grâce à des chariots. Vous voyez que là, on a une mine à ciel ouvert. Donc vous pouvez déjà répondre aussi à cette question 2. Dans de nombreux cas, tels que l'énorme fosse Bingham Canyon au Utah, États-Unis, le gisement était une montagne et il est devenu une fosse après de nombreuses années d'exploitation. Oui, pensez bien qu'au départ, à la place de ça, il y avait une montagne. Mais comme ils ont trouvé qu'il y avait du minerai intéressant, ils ont creusé, jusqu'à arriver à un creux. Avant d'avoir une mine à ciel ouvert, un programme approfondi de forage est entrepris pour déterminer l'étendue et la teneur du minerai. La conception de la fosse est basée sur des facteurs économiques, de génie minier, environnementaux et géologiques. Ah là, vous avez compris que on peut répondre à la question 3. Est-ce qu'on place ces mines au hasard ou est-ce qu'on prend en considération des éléments? Et quels éléments on peut prendre en considération? Et l'un des facteurs parmi les plus importants est le volume de roche stérile qui doit être enlevé pour accéder au minerai de valeur. On parle du coefficient de recouvrement. Lorsque la conception de la fosse est complétée, la terre végétale et la roche stérile sont enlevées pour exposer le gisement. Alors du coup, c'est quoi cette roche stérile si on l'enlève pour exposer le gisement? C'est-à-dire qu'on enlève cette roche parce que finalement, elle ne sert pas. Donc qu'est-ce que ça peut être cette roche stérile? De façon globale, hein. Stérile, ça veut dire qu'il ne se reproduit pas. Évidemment, la roche ne se reproduit pas. C'est une autre signification du même mot dans un contexte différent. Il s'agit du décapage, un procédé qui peut prendre plusieurs années à être complété. La roche stérile décapée est placée en halde, située loin de la fosse. Alors, une halde, ça s'écrit H-A-L-D-E. C'est un lieu de stockage pour la roche stérile. Alors, comme on n'en a pas besoin de cette roche, on la stocke quelque part ailleurs, loin, là où elle ne gêne pas l'exploitation de la mine. Lorsqu'une partie suffisante du gisement a été découverte, l'extraction du minerai peut débuter.
Oui, une fois qu'on a accès au minerai, qu'on a enlevé toute la roche stérile, donc qui n'était pas utile, qui ne contenait aucun minerai intéressant, on peut commencer l'exploitation de la mine. Le minerai est extrait en une série de bancs à hauteur variable, de 2 à 15 mètres selon la stabilité du roc et le genre d'équipement minier utilisé. Avant d'exploiter un banc, il faut le dynamiter pour dégager le matériel. On utilise des appareils de forage de production pour forer un patron ordonné de trous verticaux dans le banc. Oui, parce que le minerai, ça reste de la roche, il faut pouvoir le récupérer, donc casser cette roche et la récupérer. Vous allez voir comment elle est cassée. Donc là, évidemment, on en est à la question 5. Comment est-ce qu'on récupère ce minerai? Habituellement, des programmes distincts de forage sont effectués pour vérifier la teneur du minerai. Toutefois, dans de nombreuses mines, les géologues prendront des échantillons dans les monticules de déblais de forage, laissés à la surface près de chaque trou de forage, afin de confirmer la teneur du minerai le long du banc. Les trous de forage sont ensuite remplis d'explosifs et reliés ensemble afin qu'ils sautent selon une séquence prédéterminée. Lorsque tout le personnel a quitté le secteur, habituellement à une distance minimale de 400 mètres, le Voilà pourquoi 400 mètres. sauvetage est déclenché. Avant de pouvoir récupérer le matériel dynamite, Vous avez vu dans l'image avant la taille du camion? D'accord? La taille d'une voiture par rapport à la mine. Ce sont des mines qui sont gigantesques quand même, hein. Imaginez-le bien. Donc on extrait des milliers de tonnes de minerai. pour récupérer le matériel dynamité, il faut distinguer entre ce qui est du minerai de valeur et ce qui est de la roche stérile. Les géologues se servent de peinture, de piquets et de rubans de couleur comme aide visuelle pour les travailleurs miniers. Les équipements de production sont mis en place pour commencer l'exploitation. Alors à partir de là, on va pouvoir exploiter le minerai et vous allez voir ce qu'il va devenir. Selon les dimensions de l'exploitation, on se servira de petites chargeuses frontales avec pneus ou de grosses pelles électriques ou hydrauliques montées sur chenilles. Le matériel est transporté par des camions de halage. Il s'agit alors d'une exploitation par pelle et camion. Lorsque le camion a été pleinement chargé par la pelle, le camionneur est envoyé à un emplacement spécifique. Le minerai est généralement acheminé à un concasseur primaire ou à une halde pour être mélangé à d'autres minerais. Alors une halde, vous voyez l'exemple ici, une halde c'est l'endroit où on stocke des éléments. Un concasseur c'est évidemment un élément qui va rendre le minerai plus fin, plus facile à exploiter. La roche stérile est envoyée à des haldes de stérile. Lorsque le camion a déchargé son contenu, il retourne à la pelle pour être chargé de nouveau. Juste pour information, vous voyez là la cabine de conduite? Donc là il faut imaginer qu'il y a une personne qui est quasiment debout. Vous imaginez la taille du camion, hein? On ne se déplace pas pour rien avec ces camions. Habituellement, plusieurs camions transportent le minerai d'une pelle unique. Le but est d'avoir un processus continu dans lequel les camions et la pelle ne s'attendent pas l'un l'autre. Finalement, lorsque tout le matériel dynamité a été retiré, des équipements tels que des excavatrices et des bouteurs arrivent pour nettoyer le secteur. Ils effectuent des activités telles que le raclage des murs de la fosse afin de ne laisser aucun matériel lâche qui pourrait constituer un danger. Et après on repart sur une série d'explosions pour exploiter le minerai suivant. Les arpenteurs viennent ensuite délimiter le prochain sautage et le processus recommence de nouveau. Par ce processus, le minerai est retiré par étapes successives jusqu'à ce que les limites de la fosse soient atteintes. Soit qu'il n'est plus possible d'extraire le minerai en toute sécurité, ou soit que les coûts impliqués dans l'enlèvement de la roche stérile dépassent les profits obtenus à récupérer le minerai. Et oui, c'est important en fait, on va exploiter une mine jusqu'à ce que les coûts d'exploitation dépassent le coût de revient. C'est-à-dire que ça vous coûte plus cher d'exploiter le minerai plutôt que de le récupérer, évidemment on s'arrête. Dans de plus en plus de mines à ciel ouvert, lorsque les limites finales de la fosse ont été atteintes, on étudie la possibilité d'une exploitation souterraine pour extraire le reste du gisement. Donc vous voyez, cette vidéo est passée, donc vous avez pu normalement avoir réponse à toutes les questions. Bien évidemment, je sais que c'est un peu rapide, donc si vous êtes en classe, je vais vous repasser la vidéo. Et si vous êtes à la maison, vous avez le lien ici pour la revoir tranquillement, ce qui vous permettra de répondre aux 6 questions. Donc vous avez compris, exploiter une ressource géologique, quelle que soit la ressource, ça a un coût.
Ça a un coût, là on parle d'un coût financier, mais il y a un coût bien évidemment écologique. Laisser un gros trou comme ça dans l'environnement, c'est pas extraordinaire. Vous pourriez trouver des images sur internet d'ailleurs de mines à ciel ouvert en Sibérie, par exemple pour des diamants, avec des villes juste à côté, des images qui sont assez saisissantes, je dois l'avouer. Donc là on va prendre maintenant l'exemple, puisqu'on parle d'un coût, l'exemple de ressources liées à la construction. Vous avez ici un tableau qui vous montre l'exploitation, l'extraction, c'est-à-dire combien on a produit, combien on a fabriqué de ressources en France en 2011 et quels étaient les besoins. Par exemple, en France, en 2011, on a extrait 107 tonnes de minerais métalliques bruts et on en a eu besoin de 53 503 tonnes. Donc vous voyez que les besoins étaient largement supérieurs à ce qu'on a extrait. Donc on a couvert 0,2% des besoins. Pour les minéraux non métalliques, on en avait besoin de 436 755 tonnes et on en a extrait uniquement 396 038 tonnes. Donc on en a extrait moins que ce dont on avait besoin, donc ce qui évidemment est problématique. Donc ce que je vous demande dans la question 7, c'est de trouver combien on a eu besoin de gravier, et dans la question 8, combien on a extrait, combien on a produit de gravier. Et évidemment, en comparant ces deux chiffres, vous pourrez me poser un problème, c'est-à-dire une question, quel problème cela pose si on remarque ce qui a extrait, ce qui a été produit par rapport à ce dont on a eu besoin en France en 2011. Et évidemment, une fois que le problème est posé, vous pouvez proposer une hypothèse sur qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Évidemment, à partir du moment où votre hypothèse est logique, elle sera comptée juste. Justement, si on parle des granulats, oui, puisqu'on a déjà parlé de ces granulats pour le béton, on peut voir que c'est une ressource qui est très utilisée en France, 435 tonnes de besoin en 2019. Et vous voyez ici un graphique qui montre la ressource totale, ce qui a été produit au total, l'origine des granulats exploités en France. Et vous voyez qu'il y a 3 couleurs. Alors j'espère qu'en noir et blanc ça sera exploitable, mais de toute façon vous l'aurez à l'écran. Donc d'abord en bleu ici les granulats d'origine meuble, c'est-à-dire qu'on va directement dans une rivière ou à côté d'une plage ou à côté d'un bord de mer pour prendre des graviers et du sable qui sont déjà formés par l'érosion. Ensuite, vous avez ici en orange des granulats qui sont dits d'origine de roche massive, c'est-à-dire qu'il faut utiliser de l'énergie pour concasser des roches et fabriquer du granulat à partir d'une roche compacte. Et enfin, en vert, ici, tout petit, vous avez le recyclage, c'est-à-dire quand on casse un bâtiment, on peut récupérer les granulats, les morceaux pour faire du granulat. Donc ils sont déjà en partie cassés, il faut continuer à les concasser, c'est simple. C'est plus simple que pour les roches dites massives. Donc ce que je vous demande déjà en question 11, c'est de classer les 3 sources de granulats présentées dans le texte, de la plus économique, celle qui coûte le moins cher, à la plus chère selon vous. Alors non seulement vous me dites quelle est la source la plus économique et quelle est la source la plus chère entre les roches meubles, les roches massives ou le recyclage de matériaux, mais vous justifiez votre réponse. C'est-à-dire que vous ne me dites pas, il y a ça, ça et ça. Si vous ne me justifiez pas, ça ne sera pas compté comme juste, puisque ce qui m'intéresse, c'est comment vous expliquez votre classement. Et enfin, je vous demande de me proposer une hypothèse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer le coût de l'exploitation de ces ressources dans les bâtiments? Alors, soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau du bâtiment. À vous de voir quelle hypothèse vous pouvez faire. Donc, vous voyez que dans cette séance, on voit que l'exploitation de ressources n'est pas innocente, qu'il y a un coût à ces ressources, notamment ces ressources non renouvelables. J'espère que pour vous, cette notion maintenant est plus claire. N'oubliez pas que vous avez un cours à copier que je vais mettre en lien ici avant de pouvoir vous présenter au prochain cours. Donc je vous dis au revoir et bon travail.